Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Elle a secoué l'opinion publique, la presse, le personnel judiciaire et s'est infiltrée jusque dans la sphère politique. Depuis des années, l'affaire d'Outreau est présentée comme le parfait exemple de l'erreur judiciaire commise par un magistrat qui décide de faire aveuglément confiance à une femme et de placer toutes les personnes qu'elle dénonce en détention provisoire. Mais plus souvent oubliées sont les victimes bien réelles de cette affaire. Il y a une sorte de deuxième affaire Outreau dans l'affaire Outreau erreur judiciaire. C'est celle d'un groupement pédocriminel qui a pendant des années violé incestueusement des enfants en bas âge. On est dans les années 90 à Outreau, une commune du Pas-de-Calais qui compte environ 15 000 habitants. C'est une commune assez classique du nord de la France. Le chômage y est un peu plus élevé que dans les autres régions françaises. Dans les cités, des familles populaires avec un niveau de vie assez bas se tassent dans les immeubles vétustes. L'ambiance est globalement assez morose et la vie est rythmée par des activités courantes du quotidien avec peu de moments de fantaisie ou d'excitation. C'est ainsi que vit la famille Delay. Les Delay vivent dans le quartier populaire de la Tour du Renard qui comprend plusieurs immeubles. Ils sont connus des services sociaux. Depuis plusieurs années maintenant, l'unité territoriale d'action sociale suit les parents, Myriam Badawi et Thierry Delay, ainsi que leurs 4 fils. Thierry Delay est alcoolique, et avec Myriam, il rencontre beaucoup de difficultés pour s'occuper des enfants. Un de leurs fils a d'ailleurs été placé dans une famille d'accueil dans les années 90. Thierry Delay est également très violent. Lorsqu'il se met en colère, il jette les meubles de l'appartement par la fenêtre. Il frappe aussi sa femme et ses enfants. D'ailleurs, les enfants ne semblent pas proches du tout de leurs parents, et lorsqu'ils sont à l'école, ils disent qu'ils ne veulent pas retourner à la maison. Évidemment, cela inquiète le personnel de l'école. Une institutrice de maternelle remarque que l'un des enfants Delay, qui a 3 ans à ce moment-là, a des saignements à l'anus. À l'école, d'autres personnes remarquent que les enfants insèrent des objets dans leur partie génitale alors qu'ils sont en classe, entourés de leurs camarades. L'école alerte alors les services sociaux, mais rien n'est fait. Des rapports sont rédigés, mais aucune mesure n'est prise. Jusqu'au 5 décembre 2000, lorsque les services sociaux préviennent la police, qui convoque les enfants pour les interroger sur l'ambiance au sein de la famille. Très rapidement, les enfants racontent ce dont le personnel de l'école se doutait. Ils sont violés par leurs parents. La mère les entrave pendant que le père viole les enfants. D'ailleurs, tous ces viols auraient été filmés par les Delay, mais également par d'autres personnes, et particulièrement des habitants de l'immeuble où vivent les Delay. En échange des viols, les parents Delay demandaient de l'argent. Examinés à l'hôpital, les viols sont confirmés par les médecins. Des signes de pénétration et d'agression sexuelle sont bien présents chez les enfants. D'ailleurs, le seul dossier médical des enfants aurait dû donner l'alerte. De précédentes consultations pour inflammation des testicules, infection du prépuce ou infection des testicules sont à noter. Un des enfants a été hospitalisé 9 fois en 3 ans. Un autre, 11 fois en 3 ans. Les enfants racontent également que les parents les obligeaient à regarder des cassettes de films porno sur la télé du salon. Interrogée par la police, la mère, Myriam Badawi, dit qu'elle n'a rien fait. Les enfants mentent et inventent tous ces viols. Mais une fois devant le juge d'instruction, elle avoue les viols sur ses propres enfants. Elle incrimine aussi son mari, Thierry Delay, et les deux sont placés en détention provisoire. Une perquisition au domicile des Delay permet de retrouver une très grande quantité de cassettes pornographiques et une vidéo des parents Delay en train d'avoir des rapports sexuels devant un de leurs enfants. Par contre, les films des viols ne sont pas retrouvés. Placée en détention provisoire, Myriam Badawi entame une correspondance avec le juge d'instruction. Dans chaque lettre, elle mentionne de plus en plus de noms d'autres personnes qui seraient venues participer au viol des enfants. On y retrouve les noms de voisins, notamment leurs voisins de palier, Aurélie Grenon et David Delplanque, mais aussi des personnes qui habitent un peu plus loin. Mais pour l'instant, toute cette affaire ne fait pas du tout la une de la presse. Malheureusement, des faits de viols incestueux dans un quartier pauvre du nord de la France
Ce n'est finalement rien d'inhabituel pour les services de police. Au fur et à mesure du temps, les enfants vont donner d'autres noms à leurs assistantes maternelles, dont des noms d'enfants qui auraient également été victimes. La police décide alors d'interpeller toutes ces personnes. Dans le bâtiment, quasiment à chaque étage, des personnes sont arrêtées et perquisitionnées. Les enfants cités sont également emmenés au commissariat pour être entendus. Et très rapidement, s'installe une grande confusion. Les parents des enfants qui ont été désignés par les enfants de lait comme étant victimes de viol préviennent les policiers et disent que tout ça est impossible, qu'il y a une erreur quelque part. Leurs enfants n'ont jamais mis les pieds chez les Delay. Il est impossible qu'ils aient été victimes de quelconque sévice dans leur appartement. Et d'ailleurs, du côté des enfants, c'est pareil. Ils disent qu'ils n'ont jamais été dans l'appartement des Delay et n'ont jamais été violés. Qu'importe, par précaution, près d'une vingtaine d'enfants sont éloignés de leurs parents et placés en foyer. Mais 2 adultes sortent du lot. Interrogés séparément, Aurélie Grenon et David Delplanque disent tous les deux qu'ils ont d'abord commencé par de l'échangisme avec Myriam Badaoui et Thierry Delay. Puis, à 4, ils ont violé les enfants Delay ainsi que leurs propres enfants. Et c'est au tour d'Aurélie Grenon de désigner d'autres personnes, d'autres habitants d'Outreau. Placée en détention provisoire, la principale accusatrice Myriam Badaoui est expertisée par des psychologues qui la décrivent comme une femme immature et, je cite, « soumise aux hommes ». Elle confie aux psychologues qu'elle a elle-même été violée quand elle était enfant. Elle décrit son mari Thierry Delay comme un homme ayant des besoins sexuels très importants, auxquels elle a toujours essayé de répondre. Avec du recul, évidemment, on peut se demander si elle n'a pas été victime elle-même de viol conjugal dans cette relation. Le 2 mai 2001, convoquée par le juge d'instruction, elle réitère toutes ses dénonciations et confirme que toutes les personnes citées ont participé au viol des enfants. Et là, c'est encore plus gros. Selon Myriam Badaoui, il y aurait un réseau pédocriminel de personnes venues d'Outreau et de plus loin qui se rendraient toutes les semaines chez les Delay pour violer leurs enfants et filmer tous ces actes. Ce réseau pédocriminel s'étendrait jusqu'à la Belgique. Et en Belgique, ce sont de véritables orgies qui étaient organisées. Myriam Badaoui évoque des actes de torture sur les enfants, des pratiques absolument horribles et innommables. Des convois entiers de personnes se rendaient depuis le nord de la France vers la Belgique. Elle raconte aussi des énormités sur lesquelles on aurait dû se poser plus de questions. Certains faits sont absurdes et les avocats des autres accusés le font rapidement remarquer au juge. Mais Myriam Badaoui persiste. Elle affirme qu'en Belgique, c'est tout un village qui aurait été au courant de l'existence du réseau pédocriminel et aurait participé. Une société de taxi aurait même été impliquée et aurait emmené des enfants sur les lieux des viols. Les enfants qui ont été placés en foyer sont de nouveau interrogés par les policiers. Et si certains continuent de dire qu'il ne leur est rien arrivé, d'autres cèdent à leurs questions et disent que oui, c'est vrai, ils ont été violés pendant des années chez les Delay et que plein de personnes différentes étaient présentes. Ces enfants sont également expertisés et pour la plupart d'entre eux, les psychologues et psychiatres les jugent crédibles. Mais il faut préciser ici que les psychologues n'étaient pas forcément au courant des confessions des enfants. Ils devaient simplement juger si, étant donné leur âge, leur maturité, leurs paroles pouvaient être considérées comme crédibles. Les policiers sont donc maintenant sur la piste d'un réseau pédocriminel en Belgique. Myriam Badaoui a évoqué une ferme dont elle ne connaît pas précisément l'adresse. Sur ces indications, les enquêteurs s'y rendent, accompagnés de certains enfants qui désignent effectivement certains endroits tout en hésitant, mais Myriam Badaoui confirme. Ces fermes sont perquisitionnées et on n'y trouve absolument rien. Ce sont tout simplement des fermes avec du matériel agricole. D'autres arrestations sont faites, notamment celle de l'abbé Viel qui a été dénoncée par Myriam Badaoui. Ce dernier tombe des nues lorsqu'on vient l'arrêter et qu'on lui annonce une perquisition. À ce moment-là, il ne sait pas encore les faits pour lesquels il est interpellé. Quand pendant l'interrogatoire, on lui dit que c'est pour des faits de pédocriminalité, il manque de tomber de sa chaise. Mais il se dit que les policiers vont rapidement se rendre compte qu'ils font erreur, et qu'il s'agit d'un gros malentendu, tout ça sera bientôt terminé. Malheureusement, c'est tout l'inverse qui va se produire. 6 nouvelles personnes sont mises en examen et placées en détention provisoire. Et la presse commence à parler de ce supposé réseau pédocriminel
les noms des personnes placées en détention provisoire sont partagés. L'abbé Vielle, Alain Maréco qui est huissier, Pierre Martel, un chauffeur de taxi. La presse titre que des notables d'Outreau ont organisé un réseau pour violer les enfants des pauvres. Mais en novembre 2001, Thierry Delay, qui est placé en détention provisoire, va se rétracter et dire que les 13 personnes qui ont été dénoncées sont innocentes. Il écrit au juge que sa femme ment, qu'elle a inventé des noms. Des confrontations sont alors organisées dans le bureau du juge d'instruction et les personnes accusées sont présentées à l'accusatrice principale, Myriam Badaoui, mais aussi à Aurélie Grenon et David Delplanque, ce qui d'ailleurs est critiqué par de nombreux avocats. Effectivement, une confrontation oppose la plupart du temps deux personnes. Naturellement, une personne accusée face à ses trois accusateurs, ça ne respecte pas le contradictoire qui est normalement exigé dans une confrontation. Et forcément, comme on pouvait s'y attendre, les trois accusateurs confirment et disent de chaque personne qui passe dans le bureau du juge d'instruction que oui, cette personne a bien violé les enfants. Ils n'oublient pas non plus de donner des détails absolument horribles dont je ne peux pas parler ici. Face à cela, certains des mis en examen s'énervent et somment Myriam Badaoui de dire la vérité et de les innocenter. Mais rien n'y fait, elle persiste. Les avocats se tournent alors vers la presse pour dénoncer les méthodes scandaleuses du juge Burgot. Un mis en examen placé en détention provisoire qui s'appelle Daniel Legrand écrit au juge d'instruction pour lui raconter comment Thierry Delay a amené chez lui, dans son appartement à Outreau, une petite fille de 5 ans et l'a assassinée. Cette lettre est un vrai choc. C'est la première fois qu'un mis en examen, en dehors des 4 principaux accusateurs, relate ce genre de fait. Il faut donc interroger Myriam Badaoui afin qu'elle confirme, oui ou non, ces faits. Évidemment, dans ce genre de situation, on interroge d'abord, sans porter à la connaissance de la personne, les faits qui sont dénoncés. Donc là, il appartenait au juge de demander à Myriam Badaoui de faire des déclarations sans qu'elle ait connaissance du contenu de la lettre de Daniel Legrand. Mais là, encore une fois, le juge Burgot va prendre une décision incompréhensible. Dès le début, il confie à Myriam Badaoui la lettre en question, et forcément, il ne lui reste plus qu'à reprendre des éléments qui sont dedans et ajouter des détails. Les avocats des autres personnes accusées, encore une fois, tombent des nues. En ce qui concerne Thierry Delay, il réagit tout à fait différemment à ces accusations. Il dit n'avoir jamais tué aucune fillette. Mais ces dénégations ne pèsent que très peu face au reste. Le juge d'instruction exige des fouilles dans les jardins ouvriers de la Tour du Renard afin de chercher des traces du meurtre et peut-être retrouver le corps de la petite fille. Lors des fouilles, la presse internationale est présente. Des journalistes espagnols, belges, allemands se sont déplacés pour filmer les pelleteuses et suivre les fouilles. Les enfants sont interrogés parce que selon la lettre de Daniel Legrand, ils étaient présents à l'appartement au moment de ce meurtre. C'est assez chaotique, les enfants racontent des choses très différentes. En même temps, c'est normal, ce sont des enfants. Quand le juge demande s'ils savent où est enterrée la petite fille, ils répondent que oui, ils le savent, et on leur demande d'indiquer le lieu exact, mais évidemment chaque enfant désigne un lieu différent. Les fouilles terminées, force est de constater qu'aucun cadavre, et même aucun élément n'a été retrouvé. Tout le jardin ouvrier a été retourné, mais sous la terre il n'y a rien. En revanche, cela n'a aucune incidence sur les convictions du juge d'instruction. Il est persuadé que la petite fille assassinée est le réseau pédocriminel, tout ça c'est la vérité. Pour Daniel Legrand, l'accusé qui a écrit la lettre, c'est une réussite. Il est parvenu à montrer que tout ce que disait Myriam Badaoui était faux, et surtout que le juge d'instruction suivait toutes ses déclarations à la lettre. En février 2002, on s'approche de la clôture de l'instruction. Parmi les derniers actes d'instruction qui sont demandés par le juge Burgot, il y a une expertise psychologique de Myriam Badaoui afin d'évaluer à nouveau sa crédibilité. Les psychologues la considèrent crédible, avec toutefois une tendance à la manipulation. Ils disent que ces déclarations sont des récits de la vérité. Et avec ces expertises forcément, on comprend un peu mieux le crédit que le juge accorde à Myriam Badaoui, puisque même les psychologues ne décèlent aucune tendance à la mythomanie chez elle. Pour les autres personnes placées en détention provisoire depuis tout ce temps, cette affaire est un cauchemar. Incarcérés pour pédocriminalité, ils sont placés à l'isolement dans des cellules individuelles dont ils ne peuvent quasiment pas sortir. Lorsqu'ils sont au contact des autres détenus, ils sont agressés, tabassés, voire brûlés à l'eau de Javel.
François Mourmand fait partie des personnes accusées par Myriam Badaoui. Il était placé en détention provisoire depuis 17 mois quand il est décédé dans sa cellule d'une surdose médicamenteuse, le 9 juin 2002. Aujourd'hui encore, il y a des questions autour de cette mort. On a évoqué un suicide, mais sa famille pense plutôt à une erreur médicale commise au sein de la prison. Alain Maréco, qui est huissier de justice à Outreau, a entamé une grève de la faim en prison pour protester son incarcération. Au total, 17 personnes placées en détention provisoire comparaissent devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer lorsque le procès s'ouvre le 4 mai 2004. Il est prévu pour durer 2 mois. Parmi les 17 accusés, 13 maintiennent leur innocence depuis le début, tandis que Myriam Badaoui, Thierry Delay, David Delplanque et Aurélie Grenon ont avoué les faits de pédocriminalité. Pour les 13 autres accusés, 4 femmes et 9 hommes, ils sont soutenus par leurs familles et leurs proches qui n'ont jamais douté d'eux. Au procès, Myriam Badaoui continue d'accuser, de dénoncer, de dire que tous ceux qui sont présents ont violé les enfants et qu'ils faisaient tous partie d'un réseau. Ceux qui ont avoué pendant l'instruction maintiennent leur position. Lorsque le président de la cour d'assises demande à Thierry Delay s'il a violé les enfants, il répond que oui. Par contre, il ajoute que les 13 autres accusés n'y sont pour rien. Au moment des viols, il n'était que 4. Lui, sa femme Myriam Badaoui, ainsi que leurs voisins et amis, Aurélie Grenon et David Delplanque. David Delplanque confirme cette version. Il avoue avoir menti durant l'instruction. Et oui, c'est vrai, ils n'étaient que 4. Leurs 2 femmes, en revanche, refusent de les suivre et inlassablement continuent d'accuser tout le monde, tout en avouant qu'elles ont violé également. Les enfants sont entendus par la cour d'assises, ce qui est une démarche assez particulière. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à les entendre en amont du procès, en présence de pédopsychologues. Les 4 fils des Delay témoignent et maintiennent leurs déclarations qui apparaissent aux yeux de la cour contradictoires et fantaisistes. Et oui, c'est vrai, les enfants mentent et c'est facile de s'en rendre compte. L'un d'eux dit que la boulangère, qui fait partie des accusés, aurait tué son époux. Sauf que l'époux dont il est question est bien vivant et il est présent au procès. Pour la justice, ce sont donc des mensonges. Les psychologues qui les ont analysés après le procès ne parlent évidemment pas de mensonges, mais de déductions, de suggestions faites par la mère, de carences affectives graves. Mais surtout, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'enfants qui pendant des années ont été victimes de pédocriminalité. Après le témoignage de ces enfants, Myriam Badaoui craque enfin. Pour la première fois, elle dit qu'elle a tout inventé. Elle s'adresse à chaque accusé et dit que chacun d'eux est innocent. Et enfin, elle dit la vérité. Il y a bien eu des viols d'enfants. Mais ils ne sont que 4 à être coupables. Malgré ces aveux, les autres accusés, qui sont maintenant clairement des victimes innocentes, rentrent le soir en prison. Ils doivent attendre la fin du procès pour être reconnus comme innocents par la justice et être libérés, alors que certains sont emprisonnés depuis plus de 3 ans. Mais la presse à ce moment-là est de leur côté, et elle fait un virage total, et parle maintenant des innocents d'Outreau, des héros d'Outreau. Malgré ces nouvelles informations, les réquisitions de l'avocat général sont très confuses. Il demande la condamnation des 4 principaux accusés, comme on pouvait s'y attendre, mais pour 6 des 13 autres, il réclame aussi la condamnation avec des quantums de peine insaisissables. Il demande par exemple la condamnation de l'abbé Viel pour le viol de 3 enfants à 4 ans d'emprisonnement. Évidemment, c'est une peine très étrange, puisqu'elle n'est pas habituelle pour de tels faits. Et contre toute attente, ces réquisitions sont suivies par la cour d'assises. Les 4 accusés principaux sont reconnus coupables de viol sur enfants. Thierry Delay est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Myriam Badaoui à 15 ans. Pour les 2 autres, David Delplanque est condamné à 6 ans d'emprisonnement et Aurélie Grenon à 4 ans. Pour ces derniers, ce sont des peines très faibles au regard des faits qui leur étaient reprochés et qui étaient en fait les mêmes que se reprochaient aux époux Delay. Les 6 autres accusés font appel du verdict. Et enfin, la Cour d'assises d'appel de Paris les reconnaît innocents le 7 novembre 2005. Quelques jours plus tard après ce verdict, plusieurs membres du gouvernement s'expriment publiquement et évoquent une erreur judiciaire. Le ministre de la Justice Paul Clément ainsi que le président de la République Jacques Chirac présentent des excuses publiques aux innocents d'Outreau.
Mais ces excuses ne suffisent pas pour comprendre les dysfonctionnements de l'affaire. C'est ainsi qu'en 2005, l'Assemblée nationale décide d'ouvrir une commission d'enquête parlementaire afin de rechercher les éventuelles erreurs commises par les magistrats qui pourraient engager leur responsabilité. Plus de 200 personnes sont entendues. Alain Maréco, huissier de justice, livre un témoignage absolument insoutenable. Il dit que depuis l'affaire, il a tout perdu. Il a dû vendre son étude d'huissier. Il a perdu plus de 3 années auprès de sa femme et ses enfants. Quelques jours après son audition, il fait une tentative de suicide. Le juge Burgot est également entendu. Il parle de certaines erreurs et de doutes qu'il aurait eues dès le début de l'instruction. En revanche, il ne présente pas d'excuses aux personnes innocentées. Le rapport de la commission parlementaire est accablant. Il confirme qu'un enchaînement de fautes commises par plusieurs acteurs de la chaîne judiciaire ont permis ce fiasco. Il déplore le non-respect de la présomption d'innocence, le recours systématique à la détention provisoire et le crédit aveugle accordé aux expertises et aux dénonciations des accusés. Évidemment, une pénurie des moyens accordés à la justice est également mise en avant. À l'issue de cette commission d'enquête, le juge Burgot a été sanctionné disciplinairement par le Conseil supérieur de la magistrature à une réprimande avec inscription au dossier. Aujourd'hui, il exerce toujours comme magistrat. Quant aux personnes injustement détenues, elles ont toutes été indemnisées. Plus de 20 ans après, le traumatisme laissé par l'affaire d'Outreau continue d'alimenter les médias. Une série documentaire lui a été consacrée par France Télévisions en 2023. Un documentaire Netflix lui a également été consacré en 2024. La littérature sur le sujet est aussi très riche, même si les ouvrages sont plus ou moins sérieux. Un film, Présumé coupable, a été réalisé par Vincent Garinck, sorti en 2011. Il est basé sur le livre Chronique de mon erreur judiciaire, rédigé par Alain Maréco. Certains des acquittés d'Outreau ont par la suite été condamnés pour des faits de violence sexuelle sur enfants. Par exemple, Franck Lavier, qui avait été accusé par les enfants Delay, a été condamné en 2023 pour agression sexuelle sur sa propre fille mineure à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'aimerais insister sur un point particulier. Qu'on le qualifie de fiasco ou d'erreur judiciaire, il ne faut pas oublier que l'affaire d'Outreau est une véritable affaire de pédocriminalité où plusieurs enfants ont subi pendant des années des viols à répétition de la part de leurs parents. Pour certains enfants, les viols ont commencé alors qu'ils n'étaient âgés que de quelques mois. Ces enfants sont aujourd'hui les victimes oubliées du procès d'Outreau. Les fausses accusations et les erreurs dans la chaîne judiciaire ont totalement éclipsé cet aspect de l'affaire. Et c'est d'ailleurs la position des enfants Delay qui, après certains documentaires, ont pris la parole pour dénoncer le fait que seuls les adultes dans cette affaire étaient présentés comme des victimes et que l'on oubliait totalement les enfants. Il y a bien eu, à Outreau, des faits de pédocriminalité envers des enfants très jeunes qui présentaient dès leur plus jeune âge des troubles du comportement graves qui auraient dû alerter les services sociaux. Ne les oublions pas. Voilà pour l'affaire d'Outreau. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la semaine prochaine dans Les Secrets du crime.